Alors, je suis consciente que je suis ici devant vous, entre vous à la pause déjeuner. Donc, je vais essayer de ne pas être en retard. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut utiliser la modélisation informatique pour identifier de nouvelles cibles thérapeutiques pour de différentes pathologies humaines. Hop. Non. Voilà. Donc, les organismes vivants sont des systèmes complexes. Je pense que nous sommes tous d'accord. En ce moment, à nos jours, nous sommes capables de produire, mais aussi d'analyser. Ici, c'est mieux? Ouais. Et d'analyser une variété de données biologiques de différents niveaux d'organisation et de processus biologiques. On a quelques modules, mais les limites sont un peu arbitraires. Cette modularisation de processus biologiques, c'est plutôt pour nous aider à mieux comprendre le mécanisme à l'échelle du génome, épigénome, transcriptome, protéome et métabolome. On sait aujourd'hui qu'il y a une dérégulation de notre système dans un ou plusieurs niveaux peut avoir des impacts sévères sur les phénomènes. Donc, si on va avoir une maladie ou pas, c'est aussi une question de robustesse de notre système, si nous sommes capables vraiment de surmonter quelques difficultés. Le but de biologie des systèmes, ce n'est pas d'analyser chaque échelle, chaque module séparément. L'idée, c'est d'essayer d'assembler les morceaux, d'assembler les informations hétérogènes pour avoir une vie beaucoup plus globale et holistique. Voilà. Le paradigme de biologie des systèmes, qui était déjà publié, ça fait une vingtaine d'années à peu près aujourd'hui, c'était autour de reconstruction de réseaux biochimiques. Rien va agir en isolement dans notre corps. Donc, savoir les interactions, c'est très important. Pas seulement le facteur important, mais les interactions entre eux. L'idée, c'est d'utiliser une pluralité des données à petite et à large échelle, donc une pluralité des données omiques, mais aussi les connaissances qu'on peut retrouver sur le base des connaissances, le base des interactions, et aussi le connaissance empirique, le connaissance d'un clinicien, par exemple, qui est très difficile à trouver sur la publication, pour reconstruire des réactions biochimiques. Une fois que nous avons notre réaction biochimique, on peut appliquer des méthodes à la fois statistiques ou même dynamiques pour mieux comprendre la topologie, le mécanisme et aussi apporter de nouvelles connaissances pour le mécanisme d'intérêt. La représentation de processus biologiques sous forme de réseau, c'est un concept assez puissant. Pas seulement parce que, comme on avait déjà dit, rien ne va agir en isolement, mais ça nous permet aussi d'utiliser des approches de mathématiques pour traiter ces types de réseaux comme des graphes. Donc on peut utiliser la théorie des graphes pour analyser la topologie, trouver des facteurs intéressants, mais ça nous permet aussi d'appliquer des méthodes systémiques. Pourquoi? Parce qu'on peut intégrer des graphes de différents niveaux, de différentes échelles, en utilisant bien sûr les connaissances biologiques. Donc on peut passer par des réseaux moléculaires, intracellulaires, sur des réseaux cellulaires, le crosstalk à cellule-cellule en niveau de tissu et aussi avoir des réseaux de connexion parmi les organes. Dans le laboratoire Génotel, nous sommes dédiés à l'étude de la polyarthrite rhumatoïde. Donc, la polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie auto-immune complexe qui provoque une inflammation chronique des articulations. Les systèmes immunitaires attaquent par erreur les tissus synoviales, entourant les articulations, entraînant une réponse inflammatoire. Cette réponse va épaissir les tissus synoviales en déposant de fibroblastes et aussi de macrophages et provoque la destruction du cartilage et de l'os. Donc, malgré un nombre croissant de médicaments biologiques, 40% des patients ne répondent pas complètement au traitement. Comme vous pouvez comprendre, ça va avoir des impacts sévères sur la qualité de vie de ces patients qui vont, dans une dizaine d'années, quitter la force de travail.
Tous les projets que nous avons développés depuis 2015 sur la partie de biologie computationnelle des systèmes sont autour de réseaux biologiques. Donc l'idée, c'était de créer des réseaux mécanistes formalisés qui sont à la fois étudiés par les humains, mais aussi par la machine, pour étudier la machinerie cellulaire. Interpréter et analyser des données hétérogènes concernant la maladie et intégrer des ensembles de données omiques à plusieurs échelles, de données génomiques, transcriptomiques, protéomiques et même métabolomiques. À la fin, l'idée, c'est de construire des modèles prédictifs, des modèles mécanistes mathématiques pour tester des hypothèses et faire des simulations in silico. Depuis quelques années, nous avons décidé de créer une base de connaissances de toutes les voies moléculaires, de régulation génique et aussi de voies métaboliques qui étaient impliquées dans la maladie par l'évidence des expériences biologiques classiques. Donc, nous a pris à peu près 7 ans pour construire ce qui est très proche d'une cellule avec un espace extracellulaire, un cytoplasme, des organelles, l'expression génique sur le noyau, l'expression et la sécrétion de facteurs et à la fin de phénotypes ontologiques. C'est pas très lisible et c'est normal parce que c'est assez dense comme graphe. Donc nous avons aussi développé des technologies pour transformer ce type de réseau sur des bases de connaissances sous forme de Google Maps. Donc ils sont accessibles, vous pouvez accéder sur la carte de la polyarthrite rhumatoïde et vous pouvez faire des interrogations, chercher pour un facteur ou même un schéma. Est-ce qu'il y a un schéma qui va lier le récepteur interleukin 6 avec le phénotype de l'inflammation? Je n'ai pas le temps pour entrer dans les détails, mais c'est publié et c'est aussi accessible par tout le monde. Nous avons aussi développé avec le laboratoire Liferare à l'INRIA des approches formelles et des outils pour passer par une représentation statique sur un modèle beaucoup plus compact et dynamique. Donc on ne parle pas maintenant pour un réseau mécaniste très détaillé qui est très difficile à gérer, mais pour un réseau d'influence où on a seulement les influences de chaque facteur sur le facteur voisin. Donc nous utilisons le formalisme booléen, qui est un formalisme mathématique discrète. On va attribuer de variables binaires dans chaque facteur et on va deviner des règles pour la régulation de chaque voisin. Des règles basées sur la biologie, bien sûr. Et après, on va essayer de simuler notre système. Comme vous pouvez voir, nous utilisons des opérateurs logiques qui sont très proches de notre langue naturelle, donc ils sont faciles à comprendre. Mais comme vous pouvez voir, selon les règles qu'on va choisir, les prédictions pour l'évolution de nos systèmes vont changer. Donc c'est très important d'intégrer en ces points-là les informations biologiques et l'expertise de personnes qui sont experts de la maladie. Ici, vous pouvez voir comment on peut modéliser deux activateurs, un activateur, un inhibiteur ou des inhibiteurs. Si on utilise l'opérateur logique E, ça veut dire qu'on a besoin A et B pour avoir l'activation des C. Si les conditions sont là, on peut prédire qu'est-ce qu'il va se passer pour ces facteurs dans la prochaine étape temporelle. Nous avons développer des méthodes pour attribuer des fonctions logiques automatiquement. Donc, jusqu'à maintenant, la plupart des modélisateurs étaient obligés d'écrire et d'écrire toutes les fonctions à la main. Écrire des équations et des fonctions, soit logiques, soit des équations en D. Nous avons développé une approche avec Liferare où vous pouvez passer par un réseau statique sur un réseau exécutable en 3 secondes. Nous avons utilisé cette approche pour créer un modèle dynamique pour le fibroblast de la polyarthrite rhumatoïde. Nous avons construit ces modèles dans une manière modulaire avec des modules qui sont phénotypes spécifiques, avec des phénotypes qui sont très importants pour la maladie, comme l'inflammation par exemple, la prolifération cellulaire, l'apoptose, la dégradation de la matrice extracellulaire et aussi l'érosion osseuse. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons simulé
dans une manière exhaustive notre modèle avec des scénarios bien établis à la biologie. Par exemple, on avait activé l'interleukin 6 et on avait demandé de voir si le signal va se propager jusqu'à la fin pour avoir l'inflammation activée. On a fait ça dans une manière exhaustive. Et après, on avait testé aussi des scénarios beaucoup plus intéressants et compliqués. Par exemple, vous activez Fast ligand, qui est un signal de mort de l'apoptose. Et vous voulez voir si l'apoptose, comme phénotype endologique, va être activée. Mais en même temps, vous pouvez aussi faire un check sur le agents anti-apoptotiques ou pro-apoptotiques qui sont au milieu de votre système pour voir si leur comportement est bien d'accord avec le comportement attendu par les expériences in vitro. Nous avons utilisé ce modèle pour tester tous les traitements administrés aujourd'hui pour la polyarthrite rhumatoïde et étudier leur impact sur les 5 phénotypes d'intérêt. Comme vous pouvez voir, on a eu seulement 3 combinaisons avec un effet bien significatif concernant la suppression du signal vers l'inflammation. Ce qui est normal parce que la plupart de ces types de traitements ont un impact sur l'inflammation, ils sont des anti-inflammatoires. En même temps, nous avons testé aussi pas mal de combinaisons in silico pour trouver des synergies. Et après, on avait fait une analyse exhaustive de repositionnement de médicaments. Pas seulement de médicaments administrés pour la polyarthrite rhumatoïde, mais aussi des médicaments qui ont comme cible le facteur qu'on avait identifié comme un facteur important pour avoir des effets désirables sur notre système. Donc, on était capable de proposer des combinaisons pour tester in vitro, pour avoir l'activation de l'apoptose et la suppression de l'inflammation, l'érosion osseuse, la dégradation de la matrice extracellulaire. Ces cadres que nous avons proposés, c'est un cadre appliqué sur la polyarthrite rhumatoïde, mais c'est bien applicable sur d'autres pathologies. En ce moment, on essaye aussi de faire pareil avec quelques réseaux mécanistes sur les cancers en collaboration avec l'Institut Curie. Dans un projet parallèle, on était très intéressé à étudier la reprogrammation métabolique sur la polyarthrite rhumatoïde, sur le fibroblast, qui sont des cellules avec un phénotype assez sain, mais dans les conditions hypoxiques, vont avoir un phénotype très agressif, très proche des cellules cancéreuses. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons couplé notre modèle logique sur la partie des signalisations et l'expression génique avec un modèle métabolique à l'échelle du génome. L'idée, c'était de vraiment étudier le fait de voie des signalisations. Qu'est-ce qui se passe si je vais bloquer quelques récepteurs sur le flux métabolique? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour faire court, on avait simulé notre modèle pour trouver les états stables. Les états stables sont des états où notre système ne peut pas échapper sans intervention externe. Ce qui est très proche d'un phénotype cellulaire, c'est un engagement de la cellule, un destin, une décision que la cellule va prendre qui ne va pas changer, comme l'apoptose par exemple. Nous avons utilisé ces états stables comme contraintes, comme condition initiale pour lancer l'analyse métabolique. Donc, quand on n'avait pas appliqué de contraintes, vous pouvez voir que la production de l'ATP, c'était fait par le voie OXPHOS et TCA, ce qui est très normal pour une cellule saine. Une fois appliqué le contraint issu de notre modélisation des états stables, vous pouvez voir cette suite glycolytique, cette production de l'ATP quasi totalement par le voie glycolytique. Nous avons fait des analyses pour trouver les coupables. Qui étaient les coupables pour cette suite? Donc, nous avons fait des simulations de knockout et knock-in exhaustives pour trouver des combinaisons, pour voir quelle combinaison, quel knockout in silico était capable de pousser notre système vers une situation beaucoup plus saine. Et nous avons trouvé HIF1. Le facteur d'hypoxie induit par l'hypoxie, cette découverte suggère que les ciblases de HIF1 pourraient participer à la restauration d'un profil métabolique sain dans les fibroblastes dans la paire. De plus, cela est cohérent avec des études expérimentales complètement indépendantes récentes, démontrant que le knockdown de HIF1 réduit le métabolisme glycolytique dans les fibroblastes synoviaux humaines.
Cette étude a été récemment publiée sur PLOS Computational Biology et comme dans tous nos projets, toutes les données, tous les scripts, tous les codes et tous les modèles sont accessibles et ouverts pour tout le monde. Avec une collaboration avec Sanofi, une thèse CIFRE, nous sommes aussi très intéressés pour construire un modèle multicellulaire. Pourquoi arrêter aux fibroblastes? L'idée, c'est vraiment d'ajouter d'autres cellules, des cellules qui sont dans l'articulation, mais aussi des cellules du système immunitaire humain infiltrées dans l'articulation. Donc, en ce moment, nous avons des modèles très détaillés, mécanistes, exécutables pour le macrophage M1, M2, le fibroblast et aussi les CD4, TH1. Et nous avons aussi un modèle multicellulaire où nous avons réussi à mettre tout en place. Les défis, c'est là, c'est pas très facile. La complexité et aussi la taille de ce type de modèle nous oblige de faire quelques décisions, de prendre quelques décisions concernant l'allègement de coûts de calcul pour être capable d'avoir des simulations dans un temps pragmatique et d'avoir des résultats qu'on peut interpréter. Donc, en ce moment, nous sommes en train de soumettre cette méthodologie qui est à la fois une méthodologie statistique, une méthodologie dynamique des approches formelles, mais aussi de parallélisation des codes pour alléger la partie des simulations. Et nous avons aussi essayé de coupler machine learning, l'apprentissage statistique, donc des réseaux inférés directement par le jet des données des patients, avec des réseaux basés sur la fouille de texte, la curation humaine. Donc les algos ne fonctionnent pas très bien pour la partie de signalisation et de régulation génique. Pour plusieurs raisons, je n'ai pas le temps maintenant d'expliquer, on peut discuter après. Mais ce type d'algos fonctionne très bien pour les réseaux de régulation et de co-régulation, donc des facteurs de transcription et les gènes cibles. Donc ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait utilisé notre base de connaissances comme un réseau de signalisation jusqu'à l'expression génique et nous avons utilisé des algorithmes d'apprentissage statistique avec des jets de données de patients pour inférer un réseau global spécifique à ces jets de données. Nous avons utilisé le facteur de transcription en commun pour créer notre objet global. Cet objet, ce n'est pas très facile à gérer, mais ça reste une bonne base avec toutes les interactions qu'on peut avoir. Dans un exercice, nous avons décidé d'utiliser ce réseau comme base, comme la Golden Truth, pour analyser des jets de données indépendants de répondeurs ou non répondeurs au traitement des anti-TNF. Donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait analysé, on avait isolé les voies TNF, TGF, bêta et interleukin 6, et nous avons analysé des jets de données avec des répondeurs et non répondeurs. Et nous avons aussi ajouté des mutations trouvées sur 10 gènettes, des gènes qui sont habituellement mutés sur des patients de cette maladie. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons pris de combinaisons de mutations et de combinaisons de médicaments, anti-TNF avec anti-TGF, bêta par exemple, anti-TNF, anti-interleukin 6, une des conclusions majeures de cette étude qui a été publiée ça fait 2 ans, c'était que le blocage des TNF ne suffit pas pour supprimer complètement le signal, la propagation du signal jusqu'à l'inflammation. Dans une étude complètement indépendante, nos collaborateurs à Sanofi ont démontré et publié récemment que l'utilisation d'un anticorps bispécifique, donc capable de bloquer interleukin 6 et TNF en même temps, a démontré une efficacité additive sur le modèle, les organismes modèles, donc l'étude était faite sur les souris, mais quand même, c'est une façon de montrer qu'avec des modèles prédictifs de bonne qualité, on est capable de collaborer et d'aider un peu le design de nouvelles expériences in vitro.
Donc ça fait quelques années que je commençais à être très intéressée sur le concept de jumeaux numériques. On vient de finir un atelier de 3 semaines soutenu par l'Institut Pascal de Paris-Saclay et de Genopole sur le jumeau numérique pour les systèmes immunitaires. On était 80 personnes internationales pour 3 semaines à l'Institut Pascal pour faire de brainstorming sur le concept de jumeaux numériques pour les humains. Donc un jumeau numérique, c'est une représentation virtuelle qui sert de contrepartie numérique en temps réel d'un objet ou d'un processus physique. Ce n'est pas un modèle informatique. Un modèle informatique est bien quelque chose qui est très important, mais un jumeau numérique, c'est un écosystème. C'est un système avec des sens d'information, parce qu'il faut avoir une capacité d'être recalibré avec des données réelles issues de patients. Un exemple qui est un exemple formidable de ces concepts, c'est vraiment le pompe à l'insuline, le pancréas artificiel, qui a vraiment révolutionné la façon que les patients peuvent faire le management de leur maladie. Donc, est-ce qu'on peut envisager un jumeau numérique pour la polyarthrite rhumatoïde ou de jumeaux numériques médicaux en général? Donc, pour le moment, tout le monde est d'accord qu'on manque des avancées dans 3 domaines critiques. D'abord, développer des modèles détaillés et mécanistes. Mécanistes, c'est très important. Pas seulement avoir une réponse, mais comprendre pourquoi cette réponse a marché et pourquoi l'autre n'a pas marché. Acquérir des données appropriées, parce que très souvent, l'accès sur les données cliniques, c'est très difficile pour les personnes qui font la modélisation informatique ou le développement des approches mathématiques. Et à la fin, c'est aussi très important de personnaliser les modèles. On peut utiliser des données publiques pour construire des modèles, les calibrer, mais pour parler pour un jumeau numérique, c'est un jumeau numérique de quelqu'un, d'un patient. Donc il faut vraiment avoir accès sur des données d'un patient pour vraiment recalibrer notre modèle. À l'Institut Karolinska en Suède, en ce moment, ils essayent de créer des jumeaux numériques pour la polyarthrite rhumatoïde et d'autres maladies inflammatoires. Mais les défis, c'est vraiment très dur parce que la maladie est très complexe, hétérogène. Il n'y a pas de biomarqueurs qui sont vraiment de biomarqueurs dans les sangs ou dans les salives sans faire subir le patient des invasions, on peut dire, sur les articulations douloureuses. Donc, ils utilisent des données sur les souris. Et on sait très bien que les souris, c'est un bon modèle, mais c'est très éloigné d'un patient. Mais la première étape sont là, et je pense qu'on va avoir des avancées dans des années à venir. Pour finir, je voudrais répéter qu'un modèle informatique n'est pas un jumeau numérique. Un modèle informatique ou une plateforme de simulation, ça fait partie d'un écosystème d'un jumeau numérique, mais on a vraiment besoin d'avoir aussi des entrées et des sorties pour les feedbacks et l'alimentation de cet écosystème avec des données des patients. Après, on a aussi besoin de méthodologies intégratives. Comment on va intégrer des données de différentes échelles biologiques? Comment on peut extraire de connaissances sur des données qui sont très bruyantes. On dit que nous sommes sur la période de big data, mais je ne sais pas comment dire ça en français, mais les data sont wide, ils ne sont pas big. Ça veut dire qu'on a beaucoup de données, mais pas assez de données pour chaque question. La mise à l'échelle, c'est aussi un défi. Nos modèles booléens sont très grands. Le plus grand modèle qui existe en ce moment avec ce type de formalisme, donc 400, 600, donc ils sont assez gros pour manipuler facilement. On a besoin des approches formelles de réduction intelligente de ce type de modèles, donc on a besoin de mathématiciens purs. Et construire des modèles modulaires, donc on peut peut-être réutiliser une partie qui est spécifique pour l'inflammation ou une partie qui est spécifique pour l'apoptose, sans vraiment réinventer chaque fois toute l'histoire de mécanismes, de réseaux et de modèles, peut peut-être accélérer la construction de jumeaux numériques. Je voudrais remercier tout d'abord mes étudiants qui ont fait le vrai boulot et aussi mes collaborateurs à l'INRIA, Genotel,
mais aussi un peu à tout le monde. Et aussi Génopole pour le soutien. Et merci à vous pour votre attention. Et je serai contente de prendre vos questions. Merci.